Mais tout de même, après près d'une décennie de combat politique, comme vous le dites, je suis tenté de dire tout ça pour ça. Monsieur Agbojo, si votre engagement avant tout était une affaire personnelle, pourquoi vous êtes proposé comme candidat? Cette décision fait-elle suite à votre convocation à la police judiciaire? On vous a menacé peut-être? Et tous ces militants qui ont veillé toute la nuit devant le siège de votre parti, réclamant le duo des démocrates. Ces prisonniers politiques, ces exilés, ces citoyens opprimés qui croyaient que vous portiez leur voix. Eux aussi ont des familles. Eux aussi souffrent. Leur sacrifice méritait mieux qu'un simple repli personnel. Pourquoi Djogbenou s'est-il tué? Pourquoi ceux qui ont voulu l'éliminer ont-ils été promus? Pourquoi les résistants sincères finissent seuls et les calculateurs prospèrent? Je l'ai déjà dit ici, pour tous ceux-là qui me souhaitent la prison. Le Bénin tout entier est une prison. On n'a pas besoin d'ériger des murs hautes pour que vous vous sentiez en prison au Bénin. Bonjour la famille. Bienvenue sur votre chaîne Achille Frey, l'espace où l'on refuse les vérités prêtes à avaler et où chaque silence du pouvoir devient matière à réflexion. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un épisode troublant. Une histoire qui, à première vue, pourrait ressembler à un simple fait divers militaire, mais qui, lorsqu'on gratte un peu, dévoile des fissures profondes dans le système de pouvoir au Bénin. Après avoir publié ma récente vidéo dans laquelle je relatais l'histoire du soldat de première classe Oscar Borogbe, plusieurs questions ont commencé par me hanter. Pour rappel, ce soldat, allant en service en 2019, avait été contacté par son supérieur hiérarchique, un commandant de l'armée béninoise, pour participer à l'élimination physique de Joseph Djogbenou, à l'époque président de la Cour constitutionnelle. Mais au lieu de suivre les ordres, Oscar Borogbe a choisi la voie de la conscience. Il a dénoncé le plan directement à Djogbenou. Autrement dit, il a sauvé la vie d'un haut responsable de l'État contre la hiérarchie militaire. Mais ce qui est intriguant, c'est que malgré cela, ce n'est pas Djogbenou que l'histoire a protégé. C'est son bourreau potentiel. Et là, la vraie question, la première, la plus dérangeante, c'est celle-ci. Comment un commandant impliqué, reconnu et condamné pour une tentative d'assassinat contre le président de la Cour constitutionnelle, a-t-il pu sortir de prison après seulement 2 ans pour ensuite repartir en mission militaire? Mieux encore, cet homme qui à l'époque portait le grade de commandant est aujourd'hui lieutenant-colonel. Une promotion donc, pas une sanction. Tout cela m'amène à une série d'interrogations. Et si ce qui est arrivé à ce commandant expliquait en partie le mutisme actuel de Joseph Djogbenou? Rappelons-nous, le président Talon lui avait promis dès son premier mandat qu'après ce fameux mandat unique de 5 ans, ce serait lui, Djogbenou, le dauphin naturel. Mais aujourd'hui, il est marginalisé, remplacé, effacé. Est-ce là la raison de son silence? Est-ce pour cela qu'il a accepté sans broncher qu'on lui impose Rumia de Wadaïn comme successeur présumé? Lui, Djogbenou, le grand juriste, l'ancien garde des Sceaux, celui qui avait envoyé l'ambassadeur Badarou solliciter candidat Zanaï afin de renouer le dialogue politique, pour les esprits éveillés, je pense qu'il y a ici un schéma de trahison politique, mais aussi un système de chantage au silence. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir raison. Il faut avoir la permission de parler. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter dans le passé. Quand l'homme d'affaires Patrice Talon était encore en exil, il n'était pas seul. 3 hommes étaient ses fidèles compagnons. Olivier Bokor, candidat Zanaï et Louis-Joseph Djogbenou. Ces 3 noms résument à eux seuls toute l'histoire du pouvoir taloniste. Quelques mois seulement après son élection en avril 2016, les fissures ont commencé à apparaître. Dans un climat politique tendu par la volonté du chef de l'État de réviser la Constitution, candidat Zanaï démissionne du gouvernement le 28 mars 2017 avec fracas et dignité. Ce jour-là, il est le seul à descendre du navire avec honneur, refusant de cautionner une dérive autoritaire en construction. Il a préféré la vérité à la complicité, la dignité à la soumission. Pendant ce temps, Joseph Djogbenou, lui, devenait le bras juridique et constitutionnel de Talon. À la tête de la Cour constitutionnelle, il a validé toutes les lois liberticides, les réformes électorales excluantes, bref, tout ce qui a contribué à verrouiller le jeu politique. Les députés étaient triés sur le volet.
les décisions taillées sur mesure. Même les lois chrysogènes qui visiblement allaient entraîner les tensions sociales, lui, Joseph Diogbenu, trouvait des mots justes pour justifier leur constitutionnalité. Et Olivier Bokor, dans l'ombre, tirait les ficelles. Sans aucun titre officiel, il était considéré par beaucoup comme le vice-président de fait, l'homme le plus puissant après Talon. Lui aussi semblait destiné à un avenir présidentiel et dans le secret, il écrasait tout ce qui pouvait faire ombre à son ami. Il serait même devenu un monstre formé par Patrice Talon d'après la confession de ce dernier aux médias Jeune Afrique. Ironie du sort, n'est-ce pas? Mais le temps, comme le disent certains, le temps est maître de tout. Oui, le temps a tout renversé. Candide Azanahi, aujourd'hui, est devenu le résistant le plus constant face à son ancien ami. Ses analyses, ses avertissements, ses prophéties politiques, tout ce qu'il annonce finit souvent par se réaliser. Je viens vous informer encore. Chaque fois j'informe et vous faites comme si c'est des discours ou des défouloirs et autres là. Je vous dis des choses qui vont se passer. Je vous dis des choses pour attirer votre attention. Je vous dis des choses pour vous alerter. Vous devez, chaque fois que je parle, vous devez décrypter tout. C'est des informations que je vous donne. On vous attend sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre. Mais moi, je me suis évertué, je m'évertue à dire à tout le monde ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la clochardisation de la fonction présidentielle. C'est ce que vous voulez faire. Et en dehors du fait de confisquer le pouvoir, vous voulez maintenant clochardiser. Et chose étonnante, c'est le seul homme au Bénin, à part la dame de Gbanamé, capable de critiquer ouvertement Patrice Talon sans avoir peur, sans être inquiété. Celui qui a tué, celui sur lequel on a tué, celui qui a exclu, qui a tronqué la démocratie, qui est dans l'exercice d'un pouvoir partial, personnel. Celui-là, il veut, on lui donne quelle notation? On dit non, 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 non. Il a fait des lampadaires. Vous êtes des papillons. Vous êtes des papillons ou des êtres humains. Pour certains, quelque chose de plus profond les lie, spirituellement ou symboliquement. Olivier Bokor, lui, a fini en prison, accusé à son tour de tentative de déstabilisation du pouvoir. Oui, parce que quand le pouvoir change de cible, il ne reconnaît plus ses créatures. Et Joseph Diogbenu, enfin, reste le plus tragique des trois. Un homme pris au piège de ses propres compromis, réduit au silence, obligé de soutenir publiquement le candidat Wadahi qu'on lui a imposé. Son ambition, jadis nourrie de promesses, s'est transformée en une longue résignation. Lui qui est allé jusqu'à missionner l'actuel ambassadeur à Guémon-Baderou pour aller solliciter une audience auprès de Candide Azanahi parce qu'il se sentait trahi par Talon. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Diogbenu. Badirou dit qu'il est venu de la part de Diogbenu. Nous étions en juillet. Et qu'il veut tout faire pour que je reçoive Diogbenu. Parce que Diogbenu devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Diogbenu. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Diogbenu. Il dit, oui, il semble que Diogbenu, vous ne vous entendez pas. Il dit, mais c'est un secret de polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui.
Je ne l'ai jamais agressé, je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de talons. Mais c'est Diogbenou qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, vous venez me solliciter pour Diogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou et moi, est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Aujourd'hui, ce Joseph Diogbenou se contente juste de son titre de président du parti UP ou UPR. Appelez-le comme vous voulez. Un parti dans lequel il n'a même pas le dernier mot. Alors, revenons à la question initiale. Qui voulait vraiment éliminer Joseph Diogbenou? Pourquoi les coupables ont-ils été promus, récompensés? Pourquoi un régime censé incarner la rigueur et la discipline laisse-t-il prospérer l'impunité dans ses rangs les plus sensibles? On n'a pas changé de régime. Tout cela se passe sous le même président, le même système, la même logique de contrôle. Ce qui peut signifier qu'au lieu d'un simple complot isolé, il y avait peut-être une stratégie politique plus large. Celle de neutraliser un allié devenu peut-être trop lucide, trop ambitieux ou trop dangereux. Je n'affirme rien. Je me pose juste des questions, j'émets juste des hypothèses. Je me rappelle de cette fameuse scène. Lors de la conférence donnée au Champ d'Oiseaux de Cotonou, M. Jean-Baptiste Elias, en prenant le micro, lui avait demandé ceci. Pourquoi ce changement radical d'attitude une fois aux affaires? Et Diogbenou avait simplement répondu, il faut aussi venir. Tu as fait le contraire de ce que nous disions. Je n'ai pas compris ça. Et pour cela, il faut que tu m'expliques. Quand vous allez là-bas, là, est-ce que ça vous change totalement? Il faut venir. Non, je ne veux jamais. Une phrase courte, mais lourde de sens. Est-ce une manière de dire, ici, au pouvoir, tu n'as plus le choix. Tu as un pistolet sur la tempe. Est-ce ce que cela voulait dire? Avant de conclure, permettez-moi une parenthèse sur l'actualité politique récente. Oui, l'actualité oblige. J'ai écouté avec déception le discours de Maître Renaud Agbejo, candidat malheureux du Parti Les Démocrates. Il a déclaré, je cite, « Après des années passées à défendre les libertés et la démocratie, je souhaite désormais faire une pause pour me consacrer à ma famille et à mon cabinet. » J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. Tirant les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. Très bien. Décision personnelle, respectable. Mais tout de même, après près d'une décennie de combat politique, comme vous le dites, je suis tenté de dire, tout ça pour ça? Monsieur Agbejo, si votre engagement avant tout était une affaire personnelle, pourquoi vous êtes proposé comme candidat? Cette décision fait-elle suite à votre convocation à la police judiciaire? On vous a menacé peut-être? Et tous ces militants qui ont veillé toute la nuit devant le siège de votre parti, réclamant le duo des démocrates.
ces prisonniers politiques, ces exilés, ces citoyens opprimés qui croyaient que vous portiez leur voix. Eux aussi ont des familles. Eux aussi souffrent. Leur sacrifice méritait mieux qu'un simple repli personnel. La politique n'est pas un refuge. C'est un combat. Personnellement, j'aurais préféré que vous vous éclipsiez en silence et que vous nous épargniez de ce discours. Alors, parenthèse fermée, oui, aujourd'hui, je me pose encore toutes ces questions. Pourquoi Diogbenou s'est-il tué? Pourquoi ceux qui ont voulu l'éliminer ont-ils été promus? Pourquoi les résistants sincères finissent seuls et les calculateurs prospèrent? Je l'ai déjà dit ici, pour tous ceux-là qui me souhaitent la prison. Le Bénin tout entier est une prison. On n'a pas besoin d'ériger des murs hautes pour que vous vous sentez en prison au Bénin. Je suis heureux d'une déclaration d'un homme politique la dernière fois, un homme politique d'expérience, qui dit le premier devoir, le devoir le plus important d'un prisonnier politique, c'est de s'évader. Je dirais à vous autres jeunes, votre premier devoir, c'est d'échapper à tout enlèvement politique, à tout acte politique crapuleux, à toute injustice, à toute violence, à tout ce qui est instrumentalisé par un pouvoir pour vous briser, pour faire taire. Vous devez échapper. Vous ne devez jamais donner des occasions pour subir l'arbitraire. C'est votre devoir de vaincre l'arbitraire, de mettre en déroute l'arbitraire, par tous les moyens. Et si moi j'avais les... Voilà l'exemple d'un cadre, d'un intellectuel béninois, mais qui est obligé de se taire, qui ne peut s'exprimer, qui ne peut dire ce qu'il pense réellement, qui est obligé de dire oui, oui, oui. Alors Hugues Sosokwe, Julien Kandé-Kansou, Watoede, le professeur Joël Aïvo, Madame Rekia Madougou et tous les autres, puisque la liste est tellement longue, on ne peut pas citer tout le monde, n'ont rien à vous envier. Vous êtes tous des prisonniers ambulants. La famille. Le Bénin traverse une période où le pouvoir fabrique des traites, des repentis, des silences coupables. Et tant qu'on n'aura pas le courage d'examiner ces contradictions, la démocratie béninoise restera un décor, pas une réalité. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. C'était mes réflexions du moment, des interrogations ouvertes, ces questions qui trottent dans ma tête. J'ai voulu les partager avec vous. Peut-être que je délire, ou peut-être que j'ai raison. Peut-être que je n'aurai jamais des réponses à ces questions. Mais peut-être que le temps me donnera aussi raison. Mais quel qu'en soit ce que traverse réellement M. Joseph Diogbenou, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Achille Free. Merci et à très bientôt. Ciao.